TikTok supprime le compte de l'influenceur Adé Laurent à la demande d'Aurore Berger. Je vous lis ce qu'a écrit le Huffington Post et comme ça on a un peu tous les éléments en tête et après je vous donne un peu mon analyse, les différents points. J'ai aussi pas mal essayé d'étayer en trouvant des vidéos d'Adé Laurent, des vidéos de personnes qui parlent de lui, de journalistes qui ont enquêté sur lui pour qu'on ait vraiment tout en tête et qu'on puisse vraiment se faire une opinion claire parce que dans la communication macroniste évidemment tout ne nous intéressera pas forcément. Aurore Berger, qui est la ministre déléguée à l'égalité homme-femme, a alerté le président de TikTok France au sujet du contenu qu'elle considère extrêmement préoccupant diffusé par un certain Adrien Laurent, surnommé Adé Laurent. Elle a annoncé ce jeudi 15 mai sur son compte X, donc l'ancien Twitter, la suspension du compte TikTok de l'influenceur Adé Laurent. Elle avait écrit au président donc, de TikTok France parce qu'elle considérait son contenu comme extrêmement préoccupant. Donc Adrien Laurent, c'est un ancien candidat de télé-réalité qui est devenu acteur pornographique sur différentes plateformes, je crois principalement des plateformes comme Mime, des trucs un peu payants comme ça. Et la suppression du compte a été confirmée par plusieurs médias, dont Politico et BFM TV. Adé Laurent, il a 1,8 million d'abonnés sur la plateforme TikTok et selon la ministre, il y propagerait une vision déformée et toxique de la sexualité où la domination et la violence prennent la place sur le respect et le consentement. Aurore Berger dénonce notamment des lives répétés avec des jeunes filles dont il est difficile de déterminer l'âge tant elles apparaissent jeunes, avec des allusions sexuelles constantes, vidéos décrivant des pratiques sexuelles violentes et sans consentement. En gros, les lives d'Adé Laurent, en fait, c'est qu'il fait des vidéos sur TikTok, mais surtout, il fait des lives TikTok, Adé Laurent. Et donc, dans les lives TikTok qu'il fait, Adé Laurent, il a beaucoup utilisé une feature de TikTok qui lui permet de parler à des gens qu'il rencontre de manière aléatoire sur le réseau. C'est un peu un système de match aléatoire. Genre chat roulette pour les gens qui ont connu, quoi. Vous avez une personne et elle rencontre d'autres personnes et elles peuvent dialoguer, etc., etc. Et lui, il se filme, il a une énorme commu avec lui et il tombe donc sur des personnes, souvent très jeunes, qui savent pas forcément qui il est, qui savent pas forcément qu'il est aussi acteur X, etc., etc. Ça donne lieu à des scènes ultra problématiques où il parle de trucs avec beaucoup d'allusions sexuelles, avec des jeunes filles dont effectivement on a du mal à déterminer l'âge. Et en plus, il clip ça, il les reposte sur YouTube ou sur d'autres réseaux. Parfois, c'est des jeunes qui se comportent un peu bizarrement, ils se moquent d'eux. Il y a un côté très hate watch avec beaucoup d'humiliation. Enfin, c'est quelque chose de très toxique, quoi, vraiment très toxique. Son compte a été suspendu mercredi sur le réseau social Instagram. Ce jeudi, c'est son compte TikTok qui a été supprimé. Depuis ce signalement, vous êtes très nombreux à m'écrire pour m'indiquer d'autres comptes. D'autres signalements suivront. Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit, a rappelé la ministre déléguée à l'égalité homme-femme dans le tweet ci-dessous. Donc, on a affaire tout simplement à un influenceur qui a des comportements problématiques. Ces comportements problématiques ont été remontés et pour une fois, on a une censure. Déjà, pourquoi la Macronie s'empare de ce sujet-là? Pourquoi précisément Adé Laurent? Donc on en parlera tout à l'heure. Et aussi, pourquoi TikTok accepte? Parce que c'est pas rien. Ne pensez pas que tout ça, c'est des bonnes volontés, c'est l'envie de bien faire ou je ne sais quoi. Bien entendu, il y a d'autres enjeux derrière ça. Le premier problème concernant Adé Laurent, qui a été quand même pas mal souligné dans l'article qu'on vient de lire, c'est que c'est un masculiniste fini. Et ça, c'est pas que selon Aurore Berger, c'est aussi selon plusieurs journalistes qui ont enquêté sur lui, dont Elsa Marie, qui a mené l'enquête sur Adé Laurent. Je crois que c'était pour Le Parisien. Elle en a parlé récemment dans un podcast, donc j'ai trouvé l'extrait du podcast et je vous propose qu'on l'écoute, c'est assez intéressant. Et donc là, elle parle des liens d'Adé Laurent avec la sphère masculiniste. Et lui, on peut dire qu'il est masculiniste? Pas vraiment, il n'est pas anti-femme, il ne nourrit pas une haine des femmes. En revanche, il a un discours qui est très problématique vis-à-vis des femmes, parce qu'il se pose toujours dans une position de mâle alpha dominant, comme s'il était une sorte de don Juan irrésistible. Et dans ses vidéos, les femmes qui l'entourent sont toujours des femmes qui soit sont en quelque sorte à ses pieds, soit tombent amoureuses de lui ou veulent avoir un rapport sexuel avec lui. Et donc, il ne représente les femmes que par rapport à leur fonction sexuelle. Il les réduit à une fonction sexuelle et elles ne sont là que pour le valoriser. C'est ça qui est problématique. C'est assez marquant quand tu regardes des vidéos d'Adé Laurent. En fait, quand une fille est jolie, ça va être en mode on va coucher ensemble, je sais pas quoi, nanani nanana. Enfin, sous-entendu de manière assez brutale. Et quand une fille ne lui plaît pas pour une raison ou une autre, il va être hyper rabaissant sur son physique, en mode toi tu me parles pas, nanani nanana. C'est réifiant, quoi. Il y a cette notion d'objet. La femme est réduite à l'état
état d'objet, et lui, il est en permanence en train de mettre en scène son désir envers ces femmes qui, au fond, ne sont que le réceptacle de son désir et n'ont absolument aucune capacité d'action, en tout cas dans le récit qu'il fait. Et c'est d'autant plus dérangeant qu'il va régulièrement, dans ses lives, rabaisser des femmes ou des jeunes femmes par rapport à leur physique. Il va notamment avoir des propos assez grossophobes, se moquer de femmes qu'il considère comme grosses. Il y a aussi des gens qui parlent de la transphobie. Effectivement, beaucoup de ses lives, quand il croise des personnes trans, il va tenir des propos archi problématiques. Il va avoir énormément de propos transphobes. Évidemment, ce masculinisme-là, il s'incarne dans ses discours, mais il s'incarne aussi dans des actions, dans des manières d'agir et d'interagir avec les femmes. Et il s'incarne finalement dans des accusations de viol qui sont survenues à son propos en 2024. C'est quelque chose qui a été assez bien documenté par Le Parisien aussi. Je ne sais pas pourquoi Le Parisien s'est investi de la mission Adé Laurent, mais pour le coup, ils ont fait le taf. Et ils ont relayé en 2024 donc, une accusation de viol déposée par une plaignante. Une plainte visant l'influenceur a été déposée mercredi pour des faits remontant en 2018 en Australie. Le TikToker et ex-candidat de télé-réalité Adé Laurent est visé par 2 accusations de viol, a déclaré dans un communiqué ce jeudi l'avocate de la plaignante, confirmant une information d'actu. Une plainte avec constitution de partie civile a été déposée contre X le 20 mars 2024 au tribunal judiciaire de Paris, écrit maître Jean-Christophe Basson-Larbi. Sa cliente dénonce des faits de viol aggravés, particulièrement sauvages, qui ont été commis en Australie courant 2018 à 2 reprises par monsieur Adrien Laurent. Je ne savais pas que j'avais eu une petite copine pendant 10 jours en Australie, a réagi Adrien Laurent jeudi dans une story postée sur Instagram, appelant la plaignante à se manifester et l'influenceur de ponctuer son message de smiley rigolard. Alors ça fait aussi partie du personnage. C'est un personnage qui est hautement dans le je m'en bats les couilles, qui prend pas du tout au sérieux des choses extrêmement graves. Vous allez voir d'ailleurs, je vous montrerai tout à l'heure sa réaction à la déclaration de la ministre. On a une sensation d'impunité quand on le voit parler. On a l'impression d'avoir en face de nous quelqu'un qui se dit que ses réseaux, ses abonnés le protégeront ad vitam aeternam de toute conséquence. Donc la plaignante qui souhaite garder l'anonymat dénonce des faits précis et circonstanciés, confirmés par différents témoignages et de nombreux éléments médicaux qui attestent un traumatisme et des préjugés physiques et psychologiques particulièrement importants, écrit l'avocat. Il décrit une personne traumatisée qui a vécu après ses actes plusieurs années d'un véritable enfer. Elle a déposé plainte mercredi dans le but d'essayer d'avancer et pour permettre à la justice de se saisir de ses crimes. À ce stade, Adé Laurent n'est pas considéré comme suspect par la justice qui n'attendra pas avant plusieurs mois, souligne monsieur Jean-Christophe Basson-Larbi qui rappelle la présomption d'innocence. Le vrai problème, c'est que ce genre de fille décrédibilise le vrai combat sur les vraies agressions sexuelles et l'harcèlement que peuvent subir les femmes, a aussi réagi Adrien Laurent. On a le bingo du tocard, la victime n'existe pas, elle décrédibilise le combat des femmes, c'est une menteuse, etc., etc. Et pourtant, en face, on a évidemment un avocat du côté de la plaignante qui nous décrit quand même des faits précis et circonstanciés, confirmés par des témoignages et de nombreux éléments médicaux. J'ai lu le résumé de l'affaire. C'est vraiment glauque et très violent. Et en fait, là, Adé Laurent, il fait ce que font toujours les personnes accusées en début d'affaire, surtout les personnalités publiques en début d'affaire où ils sont accusés sur des VSS, c'est-à-dire faire en mode non mais quoi, mais je ne l'ai jamais vu, nanani nanana, mais je ne sais pas de quoi on parle. Puis une fois qu'ils sont au tribunal et qu'on a approuvé par A plus B que finalement ils connaissaient bien la personne, que la victime ils l'ont bien rencontrée, patati patata, ça devient la personne est une affabulatrice, mais elle ment. Et comment est-ce qu'on peut dire que le rapport n'était pas consenti? Finalement le rapport existe et patati patata. Et tout ça en fait ça décrédibilise globalement tous les discours de victimes de VSS, puisque en fait ils profitent de ce temps juridique qui est le temps entre la déclaration d'une affaire auprès de la justice et le moment où l'affaire commence à être vraiment investiguée, ça va au procès, etc., où il y a un temps un peu long, quoi. Et c'est évidemment un problème puisque ça participe à maintenir dans la pensée collective cette idée que les victimes mentiraient. Je ne sais pas si vous suivez la logique, mais en gros, à chaque fois qu'on a des personnalités publiques qui font ce genre de choses, et malheureusement c'est très commun, ça participe à mettre dans la tête de tout le monde que regardez encore une personne qui ment. Sauf que quand tu regardes les affaires à chaque fois sur le long cours, tu te rends compte que la personne qui ment, en général, au final, énormément de ce qu'elle dit se confirme, et ce qui s'effondre, c'est plutôt l'alibi du coupable présumé. Mais ces révélations-là ont souvent moins de médiatisation que des propos de merde comme ceux qu'il a tenus là, qui sont totalement insupportables. On est quand même sur une personne assez compliquée. On va pas se mentir, c'est assez gênant et ça devient encore plus gênant quand on comprend
quelle est la nature exacte de ses activités professionnelles? Parce qu'on sait que le mec est influenceur, qu'il est sur les réseaux sociaux, etc. Mais pas que. La réalité, c'est qu'il va aussi travailler hors des réseaux sociaux et notamment faire des apparitions en boîte de nuit. Et la journaliste Elsa Marie, elle s'est dit que ça pouvait quand même être sympa d'aller à l'un de ces shows en boîte de nuit et d'aller voir ce qui s'y passe. Vous allez voir que son récit, il est glaçant. Je préviens, c'est un peu violent quand même. Ça fait déjà un moment que je suis les activités de cet influenceur qui est très controversé, notamment parce qu'on l'a dit, il est accusé de viol et ses vidéos sont problématiques. Il se produit aussi de plus en plus en boîte de nuit. Il arrive sur scène avec 2 stripteaseuses et fait ensuite monter des clients sur scène. Et sur une vidéo dans une boîte de nuit, on dirait qu'une des stripteaseuses fait une fellation à un jeune garçon. Évidemment, ça fait polémique sur les réseaux sociaux. Je vois que la semaine d'après, il est attendu le 8 mars, en plus pour la journée de la femme, en boîte de nuit à Beauvais. Et je me dis qu'il faut aller voir sur scène ce que ça donne. Adrien Laurent arrive sur scène, tout de suite, voilà, il est tel qu'on l'attend, il se montre provocateur, trash. Je suis venu à Beauvais les gars, à Beauvais on va tout baiser ce soir. La foule le suit, l'acclame, et puis à un moment il dit « Est-ce que vous voulez voir les 2 pupus les plus excités de France ?» Là les jeunes se mettent à crier comme si en fait on venait de marquer un but lors d'une Coupe du Monde, et il y a 2 femmes qui rentrent sur scène, qui sont des stripteaseuses et qui se mettent dans des positions extrêmement sexualisées où elles vont par exemple se lécher les lèvres, se caresser tout de suite les seins, se frotter aux barrières comme si elles jouaient en fait des animaux sur scène, et le show va commencer à ce moment-là. Vous voyez, l'ambiance elle est déjà délétère, et quelqu'un le disait aussi tout à l'heure dans le chat, on parle de show où il y a beaucoup de mineurs. Comme l'a rappelé la journaliste, les mineurs ont le droit d'entrer en boîte de nuit si ils ne consomment pas d'alcool, je crois qu'elle disait à partir de 16 ans. Stripteaseuses dont les noms de scène sont Barbie Joy et Ruby Butterfly, elles sont importantes dans ce spectacle. Elles ressemblent à quoi ? Ce sont 2 jeunes femmes avec des courbes très voluptueuses. Elles arrivent toutes les 2 en sous-vêtements, l'une en noir, l'autre en rouge. Barbie Joy a une natte noire, un piercing au nez, et l'autre, s'appelle Ruby Butterfly parce qu'elle a une aile de papillon qui est tatouée sur chaque fesse. Que fait Adé Laurent ensuite ? Alors il fait monter sur scène 3 hommes. Donc le premier, c'est un homme d'une 40aine d'années qui est venu, dit-il, avec sa fille de 18 ans. Et c'est la stripteaseuse, une des stripteaseuses en fait, qui se jette sur l'homme, qui va mimer des actes sexuels avec brutalité. Vous notez le daron qui est venu accompagner sa fille. Mais est-ce qu'il savait vraiment, tu vois, pour le coup, j'en sais rien, quoi, tu vois, c'est peut-être la fille, elle lui a dit, même elle devait peut-être pas savoir, il y a un mec célèbre qui passe, les autres en ont parlé, tout le monde va y être. Moi, je vois pas forcément un truc malsain de base, tu vois, moi, je vois un peu le truc, c'est l'événement. Le problème, en fait, c'est ça, c'est que les influenceurs aujourd'hui, c'est des stars, c'est des gens qui ont une énorme place dans la culture collective des jeunes, hein, ça c'est un fait. Et quand ces gens arrivent, oui, il se passe quelque chose. Évidemment qu'il se passe quelque chose, mais soyez honnêtes, hein, c'est un peu la même chose pour tout le monde. Hein, quand vous voyez des figures d'internet, je parle de Squeezie, tu vois, mais je pense que pour des gens, quand ils voient passer Antoine Daniel, quand ils voient passer le joueur du grenier, ça leur fait un truc. Je pense que vous avez déjà vu ce clip de, je crois que c'est Big Flo qui voit passer le joueur du grenier pendant un The Event et qui est en mode oh mon dieu c'est JDG mais c'est incroyable et tout, alors que le mec est connu de ouf et il est là mais c'est JDG, tu vois. Donc en fait c'est pas nouveau, c'est pas lié aux réseaux sociaux, on a toujours eu ça avec les acteurs, les musiciens, etc. Le problème des influenceurs, c'est que c'est beaucoup plus dur de catégoriser ce que font les uns les autres. C'est que tu peux être connu autant pour faire des vidéos sur le jeu vidéo que pour faire des trucs sexualisants très chelous, bizarres. Et quand t'es dans ce milieu culturel, que t'es jeune, etc., que ces gens-là représentent vraiment un truc hyper important, et que t'es en mode ouais ok il passe vers chez moi, c'est un truc trop fort, tu vois, et tu veux en faire partie. Imaginez, vous auriez été jeune à cette époque-là et, enfin, je sais pas, tu vois, Jeanne, elle parle des Beatles, mais c'est ça, enfin, j'imagine que si t'étais à Clermont-Ferrand et qu'il y avait les Beatles qui passaient, t'aurais voulu y être, quoi, tu vois, à un moment donné, je pense que c'est pas qu'une adhésion profonde forcément à l'idée de ce qui va s'y passer et comment ça va s'y passer, c'est une volonté de faire partie du truc. Après, en soi, moi, le striptease et tout, je veux dire, je suis pas
pour faire la morale et dire comment ça doit se passer, etc. Ce qui me dérange plus, c'est l'imaginaire qui va être développé autour de la forme de striptease qui va être pratiquée, qui est archi violente. Et si vous associez ça avec les discours tenus par la personne sur le fait que les femmes, en gros, n'attendent que d'être séduites, etc., je pense qu'on rentre dans un truc hyper toxique où les striptease, en fait, vont servir un imaginaire de la disponibilité du corps des femmes. Je pense que la question, c'est pas la question de « Ah mon Dieu, le striptease, c'est mal », c'est plutôt de se dire en fait, là, il y a une forme de striptease qui véhicule un imaginaire. C'est la même chose dans le porno, qui est beaucoup discuté dans les milieux féministes depuis des années. C'est que, finalement, le problème, est-ce que c'est le porno ou est-ce que c'est l'imaginaire politique qui va derrière le porno dans des actes de domination, d'humiliation, de violence envers les femmes, etc., etc. L'homme dit à la fin du show, là, c'était quand même très violent. Puis la deuxième stripteaseuse va mimer une fellation avec le micro d'Adrien Laurent. Un deuxième garçon de 21 ans, cette fois, monte sur scène. La deuxième stripteaseuse, se jette sur lui. C'est tellement violent, ça ressemble à un match de catch qu'elle en perd même sa perruque. Et puis un dernier homme monte sur scène. Là, les deux stripteaseuses se jettent sur lui, tombent sur lui et lui arrachent sa ceinture. Toute la boîte de nuit se met à crier « suce-le ». Enfin, là, moi, j'en reviens pas, je me demande où je suis, quoi. Là, les hommes qui participent, en vrai, sont-ils consentants aux actes qui sont réellement faits sur eux ? À un moment, durant le show, un garçon dans la foule va mettre une fessée à l'une des stripteaseuses qui va se retourner et lui faire un doigt d'honneur. Et puis, à la fin du show, elles font des photos, vous savez, avec le public, avec les hommes de la boîte de nuit. Et il y en a un qui va se hisser sur la scène et il va en fait se prendre en photo en lui gobant le sein. Preuve que ces garçons pensent que ces femmes leur appartiennent et qui peuvent en faire ce qu'ils veulent. Oui, là, ce qu'elle décrit, c'est tout simplement des agressions sexuelles qui ont lieu dans le cadre de cet événement où ça devient normal donc de mettre une claque sur la fesse de cette personne parce qu'elle est stripteaseuse, ça devient normal de lui gober le sein, etc., etc. On va s'arrêter là sur les descriptions de trucs badants. Maintenant, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller interviewer des personnes qui étaient présentes dans ce show et qu'elle va essayer de comprendre ce que les uns et les autres disent et notamment ce que les femmes qui étaient présentes pensent de ce qui s'y passe et pourquoi est-ce qu'elles viennent. En allant aux toilettes, vous écoutez les clientes quand elles se remaquillent. Oui, alors il y a plusieurs clans. Il y a celles qui trouvent que vraiment ce garçon n'a rien à faire dans une boîte de nuit, qui comprennent pas qu'il est populaire et qui passent son temps à dégrader l'image de la femme. Et il y a d'autres jeunes filles qui sont fascinées quand on leur demande pourquoi elles aiment Adrien Laurent. Elles disent notamment qu'il a un sexe de 23 cm. Et ça, c'est un élément viriliste qu'il martèle sans arrêt et qui fait partie en fait de son personnage. Et donc, il plaît à ces jeunes filles aussi parce que, il va toujours trop loin. C'est ce qu'on entend. Il va trop loin, il fait n'importe quoi. Sous-entendu, il fait des choses qui sont inacceptables dans notre société et c'est ça qui plaît. Ne pensez pas que le masculinisme ne fonctionne que sur les jeunes hommes. Ça peut marcher en fait sur n'importe qui. C'est un discours qui s'incarne dans un discours dominant et qui a réussi aujourd'hui par un retournement du sens à prendre l'apparence de la subversion. C'est terrible parce qu'au fond, le masculinisme, c'est une réaffirmation d'un ordre qui est l'ordre patriarcal, qui est un ordre d'écrasement, de violence, qui est de dire de placer l'homme en possesseur du corps des femmes. Et c'est exactement ce qui se passe autour de ces shows. Mais ça devient subversif parce que, en fait, il vient s'opposer à un discours politique qui est celui de la défense du droit des personnes minorisées, à savoir le discours par exemple féministe qui vient dire regardez les personnes sexisées aujourd'hui elles subissent de la violence, elles subissent des discriminations, on veut s'opposer à ça, etc. et tout. Le problème c'est que ce discours-là étant mis en place dans les médias non pas comme un discours qui serait un discours de défense de personnes opprimées, de lutte contre une oppression dominante, et ça devient un discours qui est présenté comme une espèce de discours moral qui viendrait enlever les droits de faire ci, le droit de faire ça, qui viendrait affadir le monde. Ça crée un imaginaire où tenir des propos qui vont à l'encontre des discours de lutte contre la domination, donc les discours antiracistes, les discours antisexistes, etc. et tout, ça devient sulfureux, ça devient subversif. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des racistes qui passent pour des gens subversifs, des islamophobes qui passent pour des gens subversifs et des masculinistes qui passent pour des gens subversifs. Alors que ce que fait Adé Laurent, en réalité, c'est quelque chose qui existait déjà il y a 30 ans. C'est des choses... à l'époque, nous, on nous parlait déjà de Rocco Siffredi et de son pénis immense. Il y a toujours eu, en fait, des personnalités comme ça. Mais ça montre, en fait, comment le discours politique autour des luttes pour le droit des personnes minorisées
en étant décontextualisé de l'idée de lutter contre un ordre politique dominant et en étant renvoyé finalement à un combat moral pour ceci ou pour cela, bah, ça finit par alimenter la montée exactement des idées inverses. Ça sert à rien les gros pénis, vous êtes sur ça vous, hein. Moi je suis là, je fais des explications, je suis au taquet là, évidemment, la machin politique, et là tout le chat il est là, 23 cm, c'est gros ou c'est pas gros? Ah, je vous adore. Vous avez rien écouté. Vous avez rien écouté. Ah non, vous êtes pas possible, quoi. Et je pense que c'est aussi ça qui fait son succès. Il s'interdit rien, il est incontrôlable dans une société où, au contraire, on règle ses comptes et on essaye aussi d'éduquer les garçons. Et donc, il se comporte mal avec les femmes, il a des propos qui ne sont plus acceptés dans la société, des propos, des comportements aussi, lui s'en fiche, et c'est ce qui plaît aux jeunes, voilà, ce côté très transgressif. Et ça, Adé Laurent, il en a tout à fait conscience, et en fait, il va énormément se servir de son image subversive pour se défendre. Il va répondre à l'interdiction d'Aurore Berger en jouant justement sur l'image d'une liberté de parole qui lui a enlevée au nom d'une censure un peu puritaine. Pourquoi le sexe n'est pas un sujet tabou quand il est fait avec consentement, respect? Les gars... Consentement, respect, hein. Vous vous rappelez ce qu'on nous a décrit, hein. Le consentement, on ne sait pas où il était dans cette histoire, ni pour les femmes qui font le striptease, qui se font claquer les fesses et attraper les seins, etc. Ni pour les hommes qui montent sur scène, qui ont l'air de pas trop comprendre ce qui leur arrive et de pas vivre le moment comme un moment si fun que ça. Et le respect, vu la mise en scène et la manière et l'imaginaire que ça véhicule, je pense qu'on peut repartir, quoi. Le respect, il est mort, il est enterré. Il y a Adrien Laurent, il est là avec sa pelle, il creuse. Expliquez-moi, petit TikTok, on faisait des lives, j'invitais des gens, on se tapait des bars. Y a pas des trucs plus graves en France, putain, les frérots, honnêtement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie de fou, les gars, ce qui se passe. Vous voyez, la ligne de défense, elle est quand même intéressante parce que il utilise justement cette image sulfureuse en mode mais voilà, moi je fais rien, je suis là, je défends le consentement, nanani nanana, et je me fais censurer sans aucune raison. Il se met du côté d'une liberté. À nouveau, on retrouve un peu cette mécanique qui est quand même assez commune parfois à certaines personnalités de l'extrême droite, à se mettre en scène comme personne qui représente une parole qui serait finalement la liberté d'expression, le droit de dire tout ce qu'on veut, de faire les choses, de faire ce qu'on veut, etc. Et de l'autre, toute forme de réaction. Et lorsqu'on demande à ces gens d'être comptables de leurs actions, c'est tout de suite « Ah, mais c'est une espèce de puritanisme, c'est nul, c'est pas acceptable, patati et patata ». Maintenant, si on fait les comptes des raisons qui ont été évoquées de pourquoi il est ban, la question c'est surtout pourquoi est-ce qu'il n'a pas été ban avant. On parle donc de quelqu'un qui est accusé de 2 faits de viol depuis 2024, quelqu'un donc qui tient des propos masculinistes extrêmement problématiques, quelqu'un qui fait des shows en boîte de nuit avec des mineurs, quelqu'un qui tient des propos sexuels à des mineurs en live sur TikTok, quelqu'un qui humilie des personnes en raison de leur apparence physique, etc., etc. En fait, la liste est sans fin. Donc, ce qui est questionnable, c'est pourquoi n'a-t-il pas été ban avant ? Pourquoi ça intéresse Aurore Berger ? Ça, c'est grand mystère. Qu'est-ce qui fait que le gouvernement, d'un coup, s'intéresse à ça ? Et en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'il y a une raison pour laquelle maintenant, le gouvernement s'empare de l'affaire et en parle en ce moment. Parce que, en fait, le gouvernement fait son coup médiatique autour de ça. Aurore Berger donne vraiment l'impression que c'est elle qui prend les choses en main, qu'elle est là en mode attention, non, on ne laissera plus passer, on est hyper chaud, là, TikTok, ça va filer droit et tout machin. Parce qu'au-delà d'Adé Laurent, le spectacle d'Aurore Berger, c'est surtout un spectacle envers TikTok. Vous voyez que dans les articles que j'ai lus, à chaque fois, on nous disait le président de TikTok France a été contacté, il a été sommé de réagir, il a réagi comme on lui a dit, etc., etc. Il y a une mise en scène comme ça d'un gouvernement volontariste qui est en capacité d'agir sur les réseaux sociaux. Il se trouve que cette intervention, elle arrive en même temps ou à peu près en parallèle du discours d'Emmanuel Macron qu'on a regardé mercredi et qui nous disait pendant ce discours-là, oui, il y a un problème sur les réseaux sociaux, des idéologies sexistes, nous allons lutter contre ça, il y a une dérive sur les réseaux sociaux. Donc ça va dans une com politique où on a d'un côté le président de la République qui tient un discours sur le contrôle de la jeunesse et des réseaux sociaux et une action
immédiate avec Aurore Berger qui a une action sur la jeunesse et les réseaux sociaux tout de suite. On se dit, mais cette Macronie, bon, ça leur a pris 10 ans, mais ils sont si forts, mais vraiment, ils arrivent à faire trembler TikTok. TikTok qui ne vacillait pas devant même le président américain et qui refuse de se laisser faire, etc., etc. Tout ça est une mise en scène. Tout ça est une mise en scène macroniste habituelle. Quelle est la stratégie de Macron sur les avancées sociales en général? Rappelez-vous de ce qu'il a fait pendant son interview sur TF1 la dernière fois. Il a repris à son compte des avancées qui ne sont pas les siennes. Et qu'est-ce qui se passe autour de TikTok? Il se passe qu'en fait, TikTok, depuis plus d'1 an, TikTok est dans la sauce. En réalité, ce n'est pas la Macronie qui a mis TikTok dans la sauce, c'est d'abord la société civile, puis l'Europe, qui en fait s'en sont pris à TikTok et à sa mauvaise gestion, en gros de tout ce qui est de l'ordre de la modération. Et ça a commencé avec une plainte collective suite à des suicides en 2024. 7 familles françaises qui ont assigné TikTok en justice après des suicides d'adolescentes. Le réseau social est accusé d'être en partie responsable de la dégradation de la santé mentale et physique d'au moins 7 adolescentes françaises, dont 2 se sont suicidées. Son algorithme et sa politique de modération sont mises en cause. Donc vous voyez que, en fait, il y a déjà des actions en justice qui ont été prises du côté de la société civile contre TikTok. À ça, c'est ajouté une commission d'enquête qui a été ouverte par la Commission européenne. TikTok visé par une enquête de la Commission européenne concernant la protection des mineurs. La Commission européenne a indiqué lundi ouvrir une enquête formelle sur TikTok pour des manquements présumés en matière de protection des mineurs. Une procédure dans le cadre du DSA, le règlement européen sur les services numériques. Là, ce que font les macronistes, c'est qu'ils s'emparent d'une actualité politique qu'ils n'ont pas créée. C'est pas du tout, en fait, eux qui ont fait le taf et qui sont allés s'opposer à TikTok en prenant les devants, etc. et tout. Ils profitent, en fait, d'un travail qui a été fait par la société civile, qu'ils n'ont pas du tout soutenu. C'est-à-dire que la plainte des 7 familles en 2024, elle n'a pas été soutenue par le gouvernement ou quoi que ce soit. Et en même temps, la commission d'enquête non plus. Mais là, ils ont besoin de faire leur coup politique après le discours de Macron. Donc à ce moment-là, ils interviennent. Et à ce moment-là, ils font leur petit coup opportuniste à mort. En gros, ils profitent d'un climat où TikTok est en difficulté pour faire leur coup médiatique. Mais concrètement, c'est pas une politique d'État. Est-ce que vous comprenez l'importance de ce que je vous explique? C'est que, en gros, là, vous avez affaire à des gens qui sont en train de nous dire « Oh, regardez, on fait marcher TikTok au pas, on a calmé Adé Laurent ». Mais en vérité, on n'a pas affaire réellement à une politique globale menée par la Macronie pour lutter contre le masculinisme ou pour faire en sorte que les réseaux sociaux soient plus safe. C'est juste un coup médiatique qui profite en réalité d'un climat favorable qu'ils n'ont pas construit politiquement eux-mêmes, qui a été construit par d'autres et sur lequel ils viennent se greffer comme des mouches à merde. Concrètement, est-ce que s'en prendre à Adé Laurent, TikTok comme ça et tout, ça va attaquer les racines systémiques du masculinisme? Bien sûr que non, en fait. Quand c'est Adé Laurent, ça sert à rien. C'est triste à dire. Bien sûr, moi, je suis content que le mec sorte des réseaux. Enfin, un de moins, quoi. J'ai envie de te dire, c'est pas plus mal. Mais demain, en fait, le problème, c'est qu'il y en aura un autre. Il y en aura un autre qui va venir le remplacer, qui fera exactement la même chose ou qui fera pire. C'est pas une mauvaise chose de pouvoir supprimer un mec toxique, mais on va devoir faire quoi? On doit attendre donc à chaque fois que Aurore Berger soit informée de l'existence du compte bidule, qu'elle le fasse remonter au président de TikTok France pour que lui-même fasse péter le compte TikTok. Enfin, je veux dire, on n'est pas arrivé à ce rythme-là, ça marchera jamais. Si on veut vraiment préserver les mineurs de l'influence des masculinistes et compagnie, déjà, ça passe par l'éducation, éduquer les jeunes aux notions de respect, de consentement, d'égalité. C'est comprendre aussi que c'est un problème systémique, c'est agir à l'échelle de l'État, vraiment à tous les niveaux. Et ensuite, oui, mettre la pression aux réseaux sociaux pour qu'ils respectent des dynamiques politiques claires qui sont à l'œuvre déjà dans l'ensemble de la société. Parce que là, c'est facile de venir dire à TikTok quoi, mais vous ne luttez pas contre le masculinisme. Mais où est-ce que l'État français lutte contre le masculinisme? Parce que je rappelle que Aurore Berger, elle est ministre aujourd'hui. Elle est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Son action, en fait, pour le moment, si on en tient compte, ça a été quoi? Aurore Berger, elle a invité des autrices transphobes comme Marguerite Stern et Dora Muto qui défendent des théories qui ne sont absolument pas le consensus scientifique sur le genre, sur les rôles genrés, sur la place des femmes dans la société, etc. etc. Si on en croit Mediapart, pendant cette discussion, elles ont parlé, je cite, des dérives du transgenrisme. Donc l'action d'Aurore Berger sur ces questions-là, elle est quand même fortement discutable. Son action, ça a été aussi de menacer de supprimer les subventions des associations féministes
féministes qui auraient tenu des propos ambigus sur l'attaque du 7 octobre, comprenez, qui aurait dénoncé le génocide en cours à Gaza. Aurore Bergé, si on remonte encore plus loin, en 2010, elle avait été informée de l'existence de la Ligue du LOL. Donc c'était un groupe de journalistes qui tenaient des propos sexistes, qui tenaient des propos LGBT-phobes, qui harcelaient des femmes, etc. et tout. Quand elle a été informée de la Ligue du LOL, elle a pris la parole publiquement pour déclarer sur Twitter, je cite, déclaration d'Aurore Bergé, aujourd'hui donc ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, lorsqu'elle est informée de l'existence d'une ligue de journalistes qui sont extrêmement problématiques envers les femmes et qui harcèlent des femmes. Réponse d'Aurore Bergé, je vous annonce très officiellement que je m'en fous. C'est la citation exacte. Je vous annonce très officiellement que je m'en fous. Quand on lui parle de la Ligue du LOL, c'est sa réaction. Vraiment la meilleure personne à nommer ministre délégué chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes. Évidemment, Adé Laurent est immensément problématique. Ça, on est vraiment toutes et tous d'accord. Moi, je suis content qu'on fasse quelque chose. C'est un connard de moins. Mais en fait, pour moi, en faisant ça, on agit sur une figure extrêmement stéréotypée du masculinisme qui, en fait, correspond à l'idée que les gens se font de ce qu'est un mascu, qui est forcément renvoyé à une extériorité. C'est une personnalité issue de la télé-réalité. C'est quelqu'un qui fait du contenu X sur Mime et OnlyFans. L'acteur porno issu de la télé-réalité. Les gens, en fait, ne s'identifient pas à ça. Ça renvoie à l'idée que le masculinisme, il est en dehors de nous toutes et nous tous. Sauf que, en fait, le sexisme, il appartient pas aux marges. Si on a appris quelque chose de MeToo, c'est que le sexisme, il est absolument partout. C'est par exemple, quand le journal Le Monde nous apprend que Emmanuel Macron, président de la République, surnomme Marine Tondelier et Lucie Castet, qui sont ses opposantes politiques, les cocottes. Ça, c'est du sexisme ordinaire, par exemple. C'est, par exemple, quand Emmanuel Macron, qui est président de la République, soutient Gérard Depardieu au moment de sa mise en examen pour viol et agression sexuelle, en déclarant, je cite, qu'il était fier de lui et en dénonçant une chasse à l'homme. On parle de quelqu'un qui est mis en accusation pour viol et agression sexuelle et qui a été récemment condamné pour viol. Macron, depuis son entrée en fonction, il a aussi défendu Damien Abad, Gérald Darmanin et Nicolas Hulot, qui ont tous été mis en cause pour des affaires de viol. Donc ça, c'est le sexisme ordinaire. Et ce sexisme, il n'est pas porté par quelqu'un qui est un influenceur qui ferait du porno. Il est porté par le président de la République. Et donc, du coup, quand vous avez le président de la République qui tient ces propos-là, ça participe en fait à une dynamique sexiste. Donc, si Aurore Bergé, elle veut lutter, elle peut pas lutter juste contre Adé Laurent, si vous voulez. Il faut qu'elle condamne aussi le président de son propre parti et pour lequel elle travaille. Donc, on est dans une action qui, pour moi, est une action cosmétique, une action profondément médiatique autour de ça. Et du coup, ça pose problème. L'action étatique, en fait, autour de Adé Laurent, pour moi, c'est un coup de com'. Ça ne correspond pas à une politique globale menée vraiment de front pour lutter contre le sexisme, etc., etc. C'est juste un coup de com'. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, pour lutter vraiment à l'échelle étatique, en étant vraiment un ministère, il y a un peu rien qui est fait. Et à part une demande de suppression de contenu, que fait le ministère d'Aurore Bergé ? En vrai, pas grand-chose, quoi. Mais tout ça, ça vient dans une dynamique aussi qui pose la question du contrôle des réseaux sociaux. Parce qu'on est dans une action étatique qui va aussi normaliser un peu des ingérences. C'est pas une action juridique, tu vois. Moi, j'aurais préféré, finalement, que, au lieu d'aller appeler le mec de TikTok France, j'aurais préféré qu'Aurore Bergé, elle soit en mode, on assigne TikTok France en justice. Pour manquement, et on fait un cas Adé Laurent, tu vois, et dans ce cas, ça devient un cas juridique, ça fait un précédent, et ça fait que maintenant, TikTok, ils savent que face à ce genre de personnes, s'ils agissent pas, ils vont se prendre un procès. Là, c'est intéressant. Mais le fait qu'on soit dans une ingérence, pourquoi je parle d'ingérence, je parle du fait qu'on a l'État qui sort sur le téléphone, qui appelle et qui dit, bon, toi, tu fais ça maintenant. Donc, on n'est pas sur une condamnation juridique, on n'est pas dans une définition claire des limites. Qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on a le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce que la loi française considère comme acceptable sur les réseaux sociaux, etc., etc. Exactement, on n'est pas sur la mise en place d'une jurisprudence autour des discours masculinistes ou sexuels envers des mineurs sur Internet. On n'est pas du tout sur ça. On est sur un coup de com' et on est sur un coup de téléphone comme ça. Cette ingérence-là, le problème, c'est qu'elle crée un précédent. Elle crée un précédent où, au final, selon ce qui plaît ou ne plaît pas aux représentants du pouvoir, ils peuvent comme ça décider d'agir sur les réseaux sociaux. Et à ce moment-là, le cas Adé Laurent, il est symptomatique d'autre chose. On se dit, oui, mais est-ce que ça peut devenir un précédent pour d'autres actions juridiques
où on viendrait, sur des raisons totalement différentes, interdire tel ou tel discours sur TikTok. Ah non, mais là, le discours sur le génocide à Gaza, non, on n'en veut pas, hop, faites-moi disparaître ça. Est-ce que ça pourrait exister? En fait, on a un précédent politique. En 2024, en Nouvelle-Calédonie, le gouvernement français a décidé de bloquer l'accès à TikTok sur l'ensemble du territoire en invoquant l'état d'urgence pour justifier cette mesure exceptionnelle. Je vous mets un article du Monde qui en parle, même si on ne va pas le lire. Blocage de TikTok en Nouvelle-Calédonie, un regrettable précédent. Quelle que soit l'incidence potentielle du réseau social chinois sur l'ordre public dans l'archipel, la mesure prise par le gouvernement apparaît disproportionnée. Elle place la France au même niveau que des pays qui ont aussi peu d'égard pour la liberté d'expression que pour les droits humains. Article du Monde. Tu vois, ce jeu extra-légal, en fait, au bout d'un moment, il pose vraiment souci, quoi. Moi, je trouve, on est sur, d'un côté, oui, il y a une raison juste d'agir sur Adé Laurent. Maintenant, je pense qu'il y a une manière et une méthode pour le faire. Il faut déjà être face à un gouvernement qui s'en prend réellement à la question du sexisme et du masculinisme, qui s'adresse à de vrais experts, pas des Dora Muto et des Marguerite Stern, des gens qui sont quand même immensément problématiques. Et derrière, il faut que ce soit encadré d'une manière juridique et qu'on sache en fait ce qu'on condamne précisément. Parce qu'en fait, ça peut pas être au bon vouloir de la Macronie de décider ce qui a sa place ou non sur les réseaux. Quand bien même, je le redis, moi je pense que ce que fait Adé Laurent n'a pas sa place sur les réseaux, mais la manière de faire, à un moment donné, ça pose vraiment question. Est-ce que ce qu'on est en train de voir, c'est pas des ingérences qui, si elles étaient poussées dans d'autres travers et d'autres dimensions politiques, pourraient nous amener à une situation où en fait on censure ce qui ne va pas dans le sens politique désiré par la majorité présidentielle. Quand ils sont venus chercher Adé Laurent, je n'ai rien dit. Non, mais en vrai, c'est toujours la question du droit. C'est la question de la défense des assassins, quoi. Si on donne la possibilité à un assassin d'avoir un avocat, c'est justement pour éviter l'arbitraire du pouvoir étatique. Comment est-ce qu'on construit un État qui est un État juste et qui fonctionne de manière juste? Et comment est-ce qu'on prend des problèmes sociétaux en essayant de les régler en tant que nation? Et là, le travail d'Aurore Berger, c'est un travail qui n'est pas, pour moi, le travail d'un État, quoi. C'est pas à la hauteur de ce que devrait faire un État face à la gravité des faits. Donc voilà, moi je trouve ça très faux, très fake, et ça ne me plaît pas du tout. Voilà, ça ne me plaît pas du tout la manière dont ça s'est fait. Je désapprouve à 100%.